Bonsoir, désolée. J'ai ma fille qui s'est réveillée et ça marchait pas. Mais on relance le live. Coucou. C'est Sokaina? C'est Zeina. Ça va, tu vas bien? Fitneta. Alors. Je suis désolée. Bonsoir. Alors, voilà, invité. Ah, voilà, là, on entend mieux. Allô? Bonsoir, Bonsoir. ça va? Ça va et Ah, t'es en pause. T'es- Je suis désolée. Et après, ça va le faire. J'essaie Ah, je peux pas t'envoyer. Ah bah oui. j'essaie juste un petit truc et Oui, vas-y. hop, ça c'est bon. Et est-ce que ça marche? Ok, donc ça c'est bon. Et il y a un autre éduc qui va venir, qui était là. Et je sais pas, parce que je me suis déconnectée. J'ai ma fille qui s'est réveillée. Je me suis déconnectée, je me suis reconnectée. Et du coup, je l'ai perdu, je crois. Mais il va revenir. Comment je peux faire? Mon téléphone qui tourne. Ça va, Fitneta? Toi, t'as passé une bonne semaine? Alors attends, parce que je me bats avec mon téléphone. Ah bah voilà, tout le monde s'installe, on prend le temps. Ah, voilà. Oh mince. Bon, je vais enlever la caméra, de toute façon. Attends. Oh non, mais c'est bien d'avoir la caméra. Ah, tu veux pas laisser? Attends, si c'est bon. Mais je suis un peu bancal là. Est-ce que le son déjà ça va? Ouais, le son, c'est nickel. Bon, déjà c'est bien. Bon, j'ai un support de téléphone très archaïque. Voilà. Je pense qu'il va tenir. Si je fais une chute à un moment, c'est que voilà, ça pourrait être tenu. C'est le Bon, et toi, support tu qui est vas bien? lâché. Tu Oui, vas ça bien? va. Impeccable, ça Ça s'est va. bien passé. Bon, super. Toi aussi, ta semaine s'est bien passée? Bah écoute, ouais, ça va, du taf, mais ça va. Moi, je travaille pas le mercredi, donc ouais, ça va. Ok. C'est ton jour de Je suis à repos? 80%. Ok. Donc voilà. Donc du Et coup, il tu y a notre travailles? personne qui vient. Comment? Oui, il y a un autre éduc qui vient, qui travaille lui en foyer.
MNA, il me dit j'arrive. Voilà, il m'a envoyé un message, il me dit j'arrive. Qui travaille en foyer, mais il va se présenter lui-même, je pense. Et vous avez des choses en commun parce qu'il a travaillé aussi dans des services auprès de personnes en situation de handicap. D'accord. Ah voilà. Alors, il faut que je l'invite. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas comment on connecte la vidéo. Passer au live. Je maîtrise pas encore très bien, je sais pas comment T'inquiète. faire la vidéo. Moi non plus, je maîtrise pas très bien, donc. Je vais pas être de mon conseil. Moi, j'ai réussi à le faire, mais je vais pas pouvoir. En cliquant sur le carré où tu es, je pense que. Attends, je vais essayer de le faire moi-même pour voir. Oui, c'est ça. En Bah, cliquant sur quand je clique sur vidéo, il me dit l'accès au live est requis pour passer en live en tant qu'invité en vidéo. Il me dit que je peux passer uniquement en audio. Deux personnes. Vraiment? Ou alors c'est peut-être qu'il y a. On peut pas être deux. Je sais pas. Si moi je me déconnecte, Ok. attends, je vais voir, je vais me déconnecter. Attends. Impossible d'activer. Attends, ça me dit car n'a pas d'accès suffisant pour te rejoindre. N'a pas un accès suffisant. Pourquoi t'as pas un accès suffisant? Je sais pas. T'as pas un accès suffisant pour ça. Ça me dit ça. C'est mon CP. Mais c'est toi qui m'as donné l'accès, c'est toi qui m'invites. Donc, peut-être que c'est moi alors qui. Alors attends, je te renlève et je te renvoie une invitation. Peut-être que c'est dans l'invitation que ça marche pas. Ok. Attends. Alors, comment on fait? Inviter. Non, attends. Inviter, bah si. Non, pourtant, j'ai que une option d'invitation. Et là, Pas moi, je me coché suis connecté. C'est pas coché Essaye quoi? pour voir. Oui, quand je fais ça, ça marche pas. Oui, il faut que tu donnes aux accès. Si quelqu'un Bah sait. là, c'est bon, mais ça marche pas. Bon, bah, je crois que vous verrez pas ma tête. C'est pas grave. Ok, bon, bah dommage. On fait ça comme ça? Ouais, si ça vous va. Oui, moi ça me va. Hein. Bah du coup, est-ce que tu veux qu'on t'appelle comment? Moi, je m'appelle Kevin. Oui, Vous m'appelez comme ça. ok. Et bah, on peut peut-être commencer par se présenter Kevin et Fitneta aussi se représenter un peu au niveau professionnel et au niveau du parcours aussi. Ok. Vas-y, Kevin, à toi. Ok. Du coup, je m'appelle Kevin, je suis éducateur, j'ai 32 ans et je travaille dans une structure un peu expérimentale où on accueille des MNA. On a 32 jeunes, il y a 16 filles, 16 garçons. qui ont Mineurs à non peu accompagnés. près, ouais, c'est ça, mineurs non accompagnés. Donc c'est des jeunes migrants qui ont passé une reconnaissance de minorité. On les a reconnus en tant que mineurs par rapport aux informations, aux documents qu'ils pouvaient avoir ou les informations qu'ils ont pu transmettre. Et une fois reconnus mineurs, ils passent d'un endroit qui était un accueil d'urgence à un foyer plus classique. Et dans ce foyer, du coup, ils vont être pris en charge sur toutes les questions de la santé, des transports, de la régularisation pour ensuite, à leur majorité, avoir des papiers et du coup rester de façon légale en France. Tout ce qui est la question de la scolarité, santé, je sais plus si j'ai déjà dit. Enfin, les différents axes d'accompagnement qui sont possibles. Et du coup, je travaille dans une équipe où on est 8.
pour 32 jeunes, du coup. Et c'est un foyer. Et ton parcours, si tu veux nous redire un petit peu ton parcours en tant que vie. Quand j'ai commencé, je travaillais auprès de personnes des travailleurs des ZAD principalement. J'ai fait les différentes structures qui existent auprès du pôle adulte, des différentes associations dans la ville où j'étais. J'ai fait des logements expérimentaux, des foyers, des femmes, des foyers, comment ça s'appelait ça déjà, Foyer de vie, Tu vas peut-être pouvoir m'aider, Neta. Fitneta. Ouais, il y a foyer de vie, foyer occupationnel, mais je pense que c'est pas Ouais, ça. voilà, Ou c'est ça. foyer d'hébergement. Si, si. J'ai fait un petit peu les foyers de vie, mais j'ai surtout fait des foyers d'hébergement. Mhm. Et je travaillais en SAVS et en ESAT aussi. Ok. Et après, j'avais mené une enquête pour la RS aussi sur l'insertion des personnes handicapées dans le milieu ordinaire. D'accord. Et après, j'ai développé une activité en libéral pour répondre à des problématiques de personnes qui étaient peut-être, je sais pas s'ils étaient hors système, en tout cas, ils attendaient des réponses de la MDPH qu'ils n'avaient pas, ou avec des délais très longs, ou alors ils connaissaient même pas la MDPH. Mhm. Et du coup, je me suis lancé en libéral pour répondre à ces problématiques-là. Mhm. Je pourrais en faire un bilan. Je sais pas si c'était vraiment la bonne solution, en tout cas pour répondre à ces problématiques-là, mais ça a été quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, en tout cas. Bah oui, bah c'est bien. C'est vrai que. Ouais. Ok, Voilà. merci. Et Fitneta, si tu veux te présenter aussi Ouais, vite, ouais, ouais. Alors, ton parcours. vite fait mon parcours, donc animateur de quartier. Après, je suis intervenu auprès d'une structure qui accueillait des jeunes qui dépendaient de l'ordonnance 45 du code pénal et aussi du code 375 du code civil. Euh, voilà, protection de l'enfant. Donc il y avait une structure un petit peu. Bon, je suis pas resté longtemps. C'était Jean Auduc. Après, je suis parti en MEX, maison d'enfants à caractère social, où là justement, j'ai pu être amené à accompagner des jeunes. Alors moi à l'époque, on appelait ça des jeunes isolés, enfin des mineurs isolés euh, d'Afghanistan. MEI, oui. Voilà, qui sont arrivés dans la MEX en fait. Et en MEX, moi, j'étais plutôt sur le secteur adolescents et jeunes majeurs. Euh, Après, je suis parti de la protection de l'enfance et je suis allé en foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap, pour après faire chargé d'insertion en ESAT. Donc, on a un peu le même parcours. Et puis, ben Oui. là, actuellement, je suis en SAVS, où j'étais référent, mais c'est passé sur un autre dispositif. Là, j'étais référent du dispositif Habitat Inclusif. Donc voilà. Voilà, voilà mon parcours. Super intéressant. Ok. Il y a du bruit un petit peu, je sais pas. Non, c'est pas moi. Désolée. Je balance pas, Kevin, mais c'est c'est pas ton moi. chat? Kevin, Ok. c'est ton chat ou c'est toi? Je sais pas du tout. Ok. Ah, il y a Il y a eu. toujours du bruit là? Bon, donc du coup, ouais, vous avez des similitudes dans votre parcours. Vous êtes passé. Ouais, ouais, ouais. J'ai un peu l'impression, effectivement. Et pour lancer un peu aujourd'hui les discussions, on s'est eu un petit peu au téléphone avant avec Kevin et c'est vrai qu'on échange régulièrement parce que on a travaillé ensemble et voilà, on échange régulièrement sur ces thématiques-là. Et Kevin, ce que tu disais à juste titre, c'est que le rapport Vipère, enfin là j'avais fait une vidéo récemment sur le rapport Vipère qui parle de la violence institutionnelle en protection de l'enfance. Et en fait, Kevin disait, bah, c'est un rapport qu'on lit pas en tant qu'éduc, et en règle générale, les rapports sont très peu lus. Et en règle générale, la question de la violence institutionnelle est très peu abordée. Donc on peut peut-être commencer un peu autour de ces thématiques-là, violence institutionnelle, rapport, réflexion, voilà. Moi, en tout cas, je voudrais juste apporter une expérience sur cette protection pour les institutions. On avait été avec l'ensemble des cadres de l'association où je suis actuellement, hein,
pour accueillir des étudiants moi c'est ça, sur les violences. Alors, c'était sur les violences, mais alors, je sais plus exactement le terme, c'était pas violence institutionnelle, mais c'est sur les violences. Du coup, il y avait la directrice adjointe qui était là et on s'est réunis à un moment, on a fait une espèce de repas réunion. Hein. Et tout de suite, elle a dit, je vous préviens, hein, là on parle des violences que subissent, les personnes, mais pas en lien avec l'institution et surtout pas des violences subies par les éducateurs. Hein. Il est hors de question qu'on parle de ça. Donc, ouais, tu vois, je trouve qu'il y a quand même une espèce je pense qu'il y a, pas pour moi, hein, il y a connaissance de ça. Mais je sais pas si c'est le déni ou une protection, ou peut-être les deux d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'est pas trop abordé, même voire étudié dans les centres de formation, quoi. Il y a encore cette espèce de réticence à mettre en lumière une violence parce que ça a bien mal un peu peut-être nos pratiques aussi. Moi, je suis assez d'accord avec toi et je pense même que ce serait inquiétant si les institutions ne se rendaient pas compte de l'existence de ces violences. Notamment, je trouve qu'il y a des critères qui sont assez faciles à identifier, comme par exemple le turnover, le discours qui peut véhiculer beaucoup d'impuissance de la part des éducateurs et du personnel. Pour moi, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'il y a des violences dans ces institutions et que si les institutions n'avaient pas conscience, ce serait un degré d'inquiétude encore plus important, de mon point de Oui, vue. oui, non. Après, moi, par exemple, dans les réunions du SAVS, on a maintenant ce qu'on appelle, depuis peu, hein, je crois que ça fait depuis un mois, je crois, ce qu'on appelle les recueils de plaintes. C'est-à-dire que euh, mais c'est pareil, les recueils de plaintes passent par le fait que les personnes qu'on accompagne on compare à l'éducateur qui lui en réunion va en parler. Ça reste encore compliqué quoi. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup. On remarque que ça fait pas longtemps que c'est mis en place, mais bon, on s'en saisit pas. Je sens bien que c'est quand la chef de service est en réunion. Bah alors est-ce que vous avez des plaintes par rapport euh, par des usagers qui veulent apporter une plainte sur l'accompagnement ou quoi que ce soit, il y a un froid, quoi. On sent le froid. On sent un peu, c'est compliqué, quoi. Ça renvoie, enfin, même moi, je me mets dans le lot, hein. Ça renvoie quelque chose je pense, de violent. Alors peut-être que, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que c'est peut-être mal amené et que ça devient quelque chose ça rentre dans une espèce de règlement et peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Enfin, en tout cas, pas que comme ça qu'il faut l'aborder, quoi. Moi, je trouve que dans ce que tu dis, il y a des points qui sont intéressants. Euh, il y a effectivement le côté est-ce que l'éducateur il a la capacité à prendre du recul sur ces questions-là et à admettre qu'il peut aussi être, par ce qu'il véhicule de l'institution, être vecteur d'une forme de violence. Je trouve ça intéressant aussi que l'institution elle décide de mettre ça en place pour entre guillemets défendre les droits des usagers. Et j'ai perdu mon troisième point. C'est pas grave. J'interrogerais peut-être le fait que du coup le recueil des plaintes se fait par les personnes qui potentiellement ont fait la violence. C'est ça. Exactement. Du coup, est-ce que ça serait pas un recueil de plaintes, c'est plutôt un tiers en général ou des Ah oui. associations extérieures. Mais c'est vrai que enfin, après ça peut être aussi bien d'ouvrir la parole et de montrer que les éducs sont ouverts à recueillir la parole. Mais après sur la pertinence de ce qui est récolté, je sais pas. Faudrait voir en matière qu'est-ce que ça a donné sur le terrain du coup ces recueils de plaintes. En fait, moi, ce qui me questionne, c'est le côté un peu, parce que du coup, il y a eu, tu sais, une évaluation interne, non, externe, une évaluation externe de l'association, et c'est ce qui a été pointé, c'est-à-dire le manque de possibilités aux personnes concernées par le suivi du SAVS et leur entourage, à leurs proches, de pouvoir signaler des dysfonctionnements, en tout cas leur vécu, qui aura un dysfonctionnement, en tout cas une mauvaise approche de leur accompagnement. Donc ça a été. Donc il y a un truc qui a été mis en place, et on l'a mis en place parce qu'il fallait le mettre en place. Le sens derrière tout ça, pour moi, il n'y est pas en fait. C'est-à-dire on répond à une demande, voilà, de la validation externe, enfin de l'évaluation externe, pardon. Et, mais est-ce qu'il y a du sens et vraiment on s'est saisi de ça pour justement permettre de parler de nos pratiques
Non, j'ai pas l'impression. Tu vois, c'est ça que en fait, ça que je veux expliquer, c'est que des fois, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un apparat, quoi. On fait, c'est mis dans la réunion. Bon, il y a une case, si on met pas, c'est qu'il y a pas. Et puis, des fois, ma chef de service, quand même, pour alimenter, elle met un truc, quoi. Mais bon, c'est un Je peu, suis, c'est pas transcendant, quoi. C'est pas transcendant. je suis, Donc, du coup, je voilà, suis je me tout à pose la fait d'accord question avec toi. Je pense qu'ils par rapport au répondent à une système, pas d'ailleurs commande. de violence aussi, ça, de normer quelque chose qui n'a pas de sens et on sait très bien qu'il n'y aura pas d'impact, on va dire. Ça va pas changer quoi que ce soit, quoi. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Moi, je suis d'accord avec toi, et en même temps, je me dis, il y a quand même quelque chose qui est mis en place, Oui, et c'est c'est déjà vrai. pas mal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a le mérite d'exister, en fait. Ouais, voilà. Et ça, je sais Voilà. que dans le handicap, enfin, moi, dans ma pratique, quand j'étais dans le handicap, j'avais l'impression que la question de comment ça se passe pour les usagers, comment ils ressentent les choses, c'est plus prégnant dans le handicap que là, dans la population que j'accompagne, par exemple. Oui, mais moi je vois une grande différence avec aussi la protection de l'enfance, par exemple, qu'on peut faire ce qu'on peut dire aux parents, les proches, etc. C'est-à-dire que, enfin, moi je trouve que le placement, même si on essaie de bienveillant, on culpabilise les parents quand même. Alors que ce sont des Oui, parents défaillants dans leur parentalité et ils sont en difficulté. Donc est-ce qu'ils ont besoin forcément d'être culpabilisés en plus? Euh, mais dans le handicap, effectivement, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou concernées par un handicap, il y a, c'est plus prégnant. C'est vrai, c'est vrai. La question de la place de la personne accompagnée, elle est plus interrogée Ouais, elle est que dans plus la protection de interrogée, l'enfance, vous trouvez? ah oui, oui. ouais, ouais, elle est plus centrale. Elle est plus centrale. Moi, Enfin, je sais pas ce que tu en pour penses, moi, dans Kevin, la mais protection de l'enfance, ouais. non, vas-y. Vas-y, non, vas-y, je l'ai parlé, vas-y, à toi. Moi, je pense dans la protection de l'enfance, ils sont juste sujets, en fait. On les envoie dans des rendez-vous, on leur explique pas forcément les rendez-vous, le sens qu'il y a derrière. Pour moi, la protection de l'enfance, c'est beaucoup plus précaire que le handicap, sur ces questions-là, en tout cas. Enfin, sur beaucoup de questions, d'ailleurs. Oui, Et c'est tu ça. penses que c'est dû à quoi? Un désintérêt, je pense. Une urgence qui est devenue le maître mot de tout. Dans le handicap, je trouve le temps, il est beaucoup plus long. On est sur des personnes On en qui a ont des... discuté, hein. Je suis pas tout à fait d'accord. Ah ouais? Je trouve Non, je suis pas tout à ok. fait d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la temporalité dans la protection dans le handicap est plus longue. On a l'impression d'avoir plus le temps. Et on a encore, mais moi j'ai le sentiment dans le handicap, on prend la mauvaise direction qu'a pris la protection de l'enfance. La temporalité elle commence à se décaler entre les gens qu'on accompagne qui ont besoin d'une temporalité élastique, moi j'ai envie de dire. Nous les professionnels, eh ben, on est conscient de ça, mais à la fois les décideurs et les financeurs, ils ont une temporalité extrêmement courte et efficace. Et du Oui, coup, pour moi, la temporalité, elle est complètement différente. Nous, on est pris, en tout cas, moi, je pense, les travailleurs sociaux, les éducs, entre ça, et on essaye de de bien faire. Donc, ça veut dire que des fois, on est un petit peu violent avec les personnes qu'on accompagne parce que on sait qu'on n'a pas le temps, quoi. On a des dates butoirs, etc. Et que si on répond pas à ces dates butoirs-là, donc des fois, on entraîne un petit peu les personnes qu'on accompagne dans l'urgence, quoi. Et ça, pour moi, c'est violent. ouais, je suis d'accord Bonsoir avec toi, et puis je pense Amandine. qu'il y a une dégradation. Vas-y. Je pense qu'il y a une dégradation générale hein, de toutes les pratiques dans toutes les institutions. Hein. Ouais, mais quand tu vois les appels à projets, là, les appels à projets que donne l'ARS ou le département, où tu as 2 mois pour le faire, sur des sujets super lourds, quoi. Où tu as l'étude de l'environnement à faire, tu as une analyse, etc., etc. Enfin, je comprends aussi que les cadres qui nous dirigent ont la pression, quoi. Et je pense que cette pression-là, elle redescend, elle ruisselle, en fait. Effectivement, eux aussi vivent de la violence au-dessus, c'est-à-dire sur des injonctions qu'on leur donne. Moi, des appels à projets, l'appel à projet sur l'habitat inclusif, fallait le faire en 2 mois. Il fallait étudier l'environnement, fallait interroger les gens, fallait voir ce qui se faisait déjà, fallait étudier la faisabilité, les bailleurs sociaux et tout ça, etc. Tout ça en 2 mois, quoi. Enfin, moi, je trouve ça super violent aussi, quoi. Ça me fait penser On à une a, situation pendant le Covid.
Vas-y, Kevin, et après, je donnerai la parole à Amandine. Vas-y. Ok. Ça me fait penser à une situation là pendant le Covid où justement c'était quoi le financeur? Je crois que c'était la région qui avait débloqué des financements pour les ESAT pour qu'ils aient un peu plus de budget et c'était la même chose que tu décris. On avait un temps très très court pour construire un projet et répondre à des demandes pour avoir ces financements-là. Et comme les institutions elles sont sous pression au niveau financier, bah, elles essaient d'y répondre, elles essaient de caser des choses dedans. Alors que c'est pas forcément les besoins qu'ils ont, mais ils savent qu'ils vont avoir du budget, donc ils vont essayer de construire un truc à la va-vite qui répond à la demande du financeur et qui est pas forcément en lien avec la situation réelle, quoi. Tout à fait. On a Amandine. Bonsoir. Bonsoir Amandine. Alors Est-ce moi, que je tu... suis, oui, Vas-y, dis-moi. je te- Moi, je suis travailleuse sociale du coup dans un CPH de l'armée du salut du coup. J'ai pas trop suivi, j'ai vu le live, enfin, ou le sujet du live, mais du coup, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. C'est Bah, quoi un vas-y, Tio. CPH? Alors un CPH, c'est un centre provisoire d'hébergement où du coup, en fait, on accueille principalement des personnes qui viennent d'obtenir leur statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Après, notre structure, elle est particulière parce que elle accueille en fait 3 services différents, dont le CPH. On a un centre d'hébergement d'urgence et une pension de famille au sein du même établissement. Ok. Pour te résumer un petit peu, on interrogeait un peu. Il y a eu un rapport en protection de l'enfance qui est sorti en 2023 qui s'appelle Viper, qui interroge la question de la violence institutionnelle en protection de l'enfance et on posait cette question de manière plus large dans la profession d'éducateur. Qu'est-ce que la violence institutionnelle dans le métier et est-ce que on en parle et voilà. C'était ces questions-là qui étaient en train d'être débattues. Ok, bah c'est intéressant parce que moi du coup enfin autant je suis travailleuse sociale, c'est tout récent, hein, ça fait peut-être 7 mois à peu près que j'ai commencé. Mais du coup c'est intéressant parce que moi je pourrais témoigner en tant que du coup maman qui a pu être suivie par la protection de l'enfance pour ma petite fille et du coup je peux éventuellement avoir un regard extérieur par rapport à ces sujets-là. Tu as subi de la violence institutionnelle en tant que bénéficiaire en fait, en tant que parent. Ah oui oui bien sûr. Ah oui oui. Oui, enfin, c'est clairement. Enfin, l'histoire est assez longue en soi, mais il y a eu beaucoup de faits que je pourrais témoigner par rapport à ça. Et est-ce que tu as pu identifier un peu les causes de ces violences-là? Bah, déjà il y a en fait ma fille déjà elle a été placée la première fois à l'âge de 2 ans environ, suite à des violences intrafamiliales qu'elle a subies avec son père. Et donc du coup, en gros, donc elle a fait plusieurs familles d'accueil. Toutes les familles d'accueil à chaque fois, donc il y avait son père avait obtenu la garde à ce moment-là. Et en fait, c'était que des allers-retours entre chez son père et les familles d'accueil. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup d'échos, par exemple, de comment se passaient les placements dans les familles d'accueil. Il y a eu aussi un gros couac parce que il y a eu une période où elle était suivie par l'ASE du 17
Et le moment où elle a transféré sur le 93, en fait, déjà le premier couac, c'est que le service n'avait pas de service de médiation à ce moment-là. Donc du coup, il a dû faire appel à un prestataire pour pouvoir effectuer des visites médiatisées. Et en fait, la première année s'est très bien passée, mais la deuxième année, on a eu 0 nouvelle. Donc fin août, en général, on a le calendrier pour l'année des visites. Et à peu près début octobre, donc je n'avais toujours rien reçu. J'avais pris contact avec le service de médiation qui m'a expliqué qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance du juge, qui datait de juillet. Donc j'ai trouvé ça déjà bizarre qu'ils aient pas l'ordonnance du juge. Donc il m'a demandé de leur transmettre, ce que j'ai fait. Et donc, plusieurs semaines plus tard, toujours pas de nouvelles. Ça a duré jusqu'à à peu près janvier 2024. Donc en janvier 2024, je rencontre l'éducatrice qui en fait m'annonce que si je n'ai pas pu voir ma fille depuis le mois de juillet, en fait, c'était tout simplement parce que le service de médiation en fait n'avait plus de financement et donc c'est pour ça qu'il y avait plus de visites d'organiser. Ok. Et du coup, en fait, j'ai revu Par rapport au son, excuse-moi Amandine, c'est juste par rapport au son, je trouve que si on coupe tous nos micros, sauf la personne qui parle bien sûr, Oui. je pense que le son sera meilleur. C'est pour ça, Kevin, je me permets de te le dire, parce que je pense qu'en coupant notre micro, il y a Oui, une y a pas espèce de souci. il y a une espèce de Ok. résonance. Ah, ok. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai pu revoir ma fille que en mai, je crois. J'ai pu la voir 2 fois avant le dernier jugement, quoi. Ok. Et suite à ça, t'as eu des interlocuteurs, t'as réussi à revenir là-dessus, à pouvoir avoir des professionnels qui t'écoutaient ou... Pas du tout. Donc, au mois de juillet 2025, il y a pu y avoir du coup un nouveau jugement. Donc, c'était en plus cette fois-ci la famille, parce que là, du coup, elle est en placement chez un tiers, donc chez ses grands-parents paternels. Et donc, ils ont demandé à ce que la mesure d'AEMO s'arrête. Et donc, ils ont laissé jusqu'à janvier, janvier 2025, pardon. Donc ça, c'était juillet 2024. Et donc, en fait, depuis, 0 nouvelle, quoi. Donc on te donne pas d'informations sur la situation. Non. En fait, j'ai pas pu être présente pour le jugement de janvier, comme je travaillais. Et après, j'ai même pas reçu du coup le courrier du tribunal me stipulant si la mesure est toujours en cours, si elle a été arrêtée, s'il y a des visites d'organiser ou pas. Je suis au courant de rien et depuis, j'ai pas revu ma fille. Ok. Et au niveau juridique, t'es pas du tout d'avocat, de conseil juridique? Non, pas du tout. Il y a tu peux avoir des conseils juridiques gratuits aussi, Ouais. dans ce sens-là. Je sais pas si tu sais, la maison de la justice, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Il peut y avoir, en fait, tu peux avoir des aides juridictionnelles et tu peux avoir des conseils juridiques auprès, par exemple, de la maison de la justice. Ok. Parce que, enfin, vous me dites, Fitneta et Kevin, ce que vous en pensez, mais pour moi, il faut avoir, là, il faut un avis juridique. Ouais. Mais
peut-être se rapprocher aussi. Il y a doit y avoir des associations aussi qui s'occupent de genre de situation-là, de placement dit abusif ou peu importe Oui. quel terme ils utilisent, mais et du coup il doit avoir un arsenal de personnes autour de la justice, quoi, enfin autour du légal, Ça, je pourrais d'avocat, te quoi. donner le nom d'association. Je Oui, pourrais carrément. t'envoyer à la fin du live. Mais du coup, merci pour ton témoignage. C'est assez touchant. Et, et on compatit sur ta situation. Ouais. Et si on peut essayer de faire un lien avec aussi, c'est intéressant, enfin, parce que tu as commencé à te présenter en me disant que tu es éducatrice et en même temps tu as été de l'autre côté, Oui. de par cette expérience. C'est ce qui est intéressant, c'est justement de se dire d'être des deux côtés. Qu'est-ce que toi ça peut changer dans ta pratique en tant que professionnel, le fait de connaître ça. Et voilà, je sais pas si Kevin ou Fitneta, vous avez d'autres choses à questionner ou à ajouter. Moi, je trouve le point assez intéressant, puis c'est touchant en plus, voilà, donc ce que nous dit Amandine, mais aussi ça relève, enfin, ce qui m'a surtout marqué, au-delà de son histoire, c'est que la professionnelle qui lui dit, bah oui, les médiations, c'est pas fait parce qu'il n'y a pas de financement, il y a une espèce de résignation, parce que du coup, on peut être créatif. Il y a un moment, on peut être force de proposition, c'est-à-dire que il n'y a pas d'espace de médiation, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu cette réflexion de la part des professionnels, tu vois? Donc ça aussi c'est violent je trouve de pas proposer de solution, ou en tout cas de dire aux personnes qu'on accompagne et à leurs proches, on réfléchit à une autre solution. On n'est pas non plus dans la résignance, enfin on n'est pas dans le fatalisme de dire bah voilà il n'y a pas de financement donc bon bah c'est mort, on fait pas quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à proposer et en tout cas essayer de le faire en tout cas. C'est surtout que ce qui était dommage dans tout ça, c'est que la fameuse visite du mois de mai, en fait, c'est elle qui l'a proposée exceptionnellement au sein du service où elle était suivie, d'organiser une visite en me disant bon quand même, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu votre fille, il faut qu'on organise une visite. Et en fait, moi dans ma tête, je me suis dit bah oui, mais en fait, si vous êtes capable de proposer des visites exceptionnelles à ce titre, en sachant que vous saviez très bien qu'il n'y avait pas de financement, pourquoi vous ne l'avez pas proposé avant en fait? Voilà. Voilà. Ouais, oui, je pense qu'il y a eu une réaction un peu tardive en fait. Il y a C'est eu ça. cette prise de conscience, voilà, un peu tardif. Ouais. Je sais pas ce qu'en pense Kevin, mais effectivement, moi je trouve que c'est un peu révélateur en fait de fait d'être résigné des fois face à la violence institutionnelle, quoi. Mm. Merci Amandine pour ton témoignage. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites. Et moi, ça me questionne sur... je pense que c'est assez révélateur, hein, mais ça me questionne sur la place qu'on accorde aussi aux familles. Et à moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas dans ces questions-là de la protection de l'enfance, où on sort l'enfant parce qu'on le considère en danger, et après on travaille peu sur un retour possible, ou travailler avec la famille, en fait, parce que oui, il y a peut-être une problématique à un moment, mais le but final, ce serait quand même que cet enfant il soit bien et qu'il retourne dans l'idéal auprès de sa famille, en fait. Et du coup, je trouve que, notamment en plus, t'es actrice et t'essayes de savoir ce qui se passe, t'essayes d'agir, et je trouve qu'on accorde peu de place à ça, et je trouve que c'est extrêmement dommage. En fait, pour moi, on met pas le curseur au bon endroit. C'est vrai. Oui, je suis assez d'accord. Je sais pas si Amandine, toi, on t'a dit ça, mais c'est vrai que, voilà, par exemple, quand les professionnels lisent l'ordonnance du juge, ils vont les pointer comme défaillance, on va dire, dans la parentalité. Ah En oui. tout cas, ce qui est compliqué. Donc, Oui, oui. on va encore, je pense qu'on te l'a fait, on va encore un petit peu rajouter une couche en disant, bah voilà, votre fille est placée à cause de ça, 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 ça. Ok? Oui. Et en fait, le fait de dire plutôt, bon, écoutez, le juge, il a dit ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, justement, pour qu'il change d'avis, ce juge? Oui. Et là, la donne, elle est pas pareille, quoi. Et puis, en plus, tu prends en considération la personne.
Parce que du coup, là, clairement, tu annonces un espèce de partenariat, entre guillemets, même si ce n'est pas un pour moi, mais en tout cas, une collaboration avec les parents en disant qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que le juge, la prochaine fois, il change de décision et qu'il permette le retour à votre domicile de votre enfant. Mais surtout Je sais pas. que... Pardon. Non, vas-y, Amandine. Excuse-moi. Non, je disais surtout que pour enfin, pour le résumé de l'histoire, en fait, j'ai quitté son père qui était quelqu'un de très toxique, qui était pervers narcissique et tout. Et en fait, on m'a pas vraiment défendu à ce niveau-là. C'est-à-dire que plus les années passaient et plus j'étais aussi j'étais pas fautive, mais comment dire, en fait j'étais plus j'étais un peu aussi incriminée que lui, alors que en fait si on en était là, c'était en partie de sa faute. On pourrait reprocher de pas peut-être protéger, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah c'est culpabilisant, puis c'est pas, ça c'est hyper violent, quoi. Mm. C'est-à-dire que, voilà. C'est pour ça que c'est c'est un instant. important de... Ouais, vas-y, Kevin. Non, je disais. C'est pour ça que c'est important de connaître ses droits et au maximum pouvoir se faire conseiller juridiquement dans des situations comme ça. Je pense que parce que malheureusement, je pense que si on a en face de nous quelqu'un qui connaît bien les rouages de la machine, il peut aussi s'en servir contre la personne. Kevin, tu voulais dire quelque chose? Non, bah, je serais encore revenu sur cette idée de. Je trouve que c'est pas adapté parce que en fait, le juge il vient statuer sur quelque chose à un instant T et l'idée c'est enfin, dans mon point de vue en tout cas, c'est de co-construire autre chose autour de ça et que là, ça met pas en. Enfin, s'il y a un des acteurs qui est complètement isolé, pas tenu au courant de ce qui se passe, alors qu'il essaye d'être acteur de ça, bah, c'est extrêmement dommage. Et la question juridique, je suis d'accord avec toi, mais en même temps. Je sais pas si c'est ton cas, Amandine, mais il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas forcément ces ressources juridiques et qui savent pas à qui s'adresser, qui savent pas comment défendre leurs droits. Et c'est extrêmement dommage qu'on soit contraint d'en arriver à se défendre par la justice parce que c'est pas le but à la base. Non, carrément pas. Et du coup, c'était la question qu'on se posait, enfin, juste avant que tu viennes aussi, Amandine, c'était la question de la place des personnes accompagnées. Dans le rapport, notamment, il y a, cette question de disqualification réciproque, la question, le fait que les professionnels certains professionnels vont disqualifier un peu les parents et les familles des personnes accompagnées. Il peut y avoir d'un autre côté aussi une défiance des familles du coup qui en résulte envers les professionnels et aussi une disqualification entre professionnels, ce qui fait qu'il y a une grosse difficulté à communiquer les uns avec les autres. Oui, complètement. En fait, j'ai l'impression que par moment il n'y a pas de comment dire. À la fois on se sent soutenu, mais en même temps, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, là, dans ma situation, en tout cas, où j'avais l'impression d'être pas toujours mise au courant ou d'être mise en courant un peu tardivement, et qui du coup, en fait, je me retrouvais un peu comme si c'était pas normal que je sois pas au courant, alors que je devrais l'être, par exemple. Oui, c'est la question comment placer, comment changer, comment donner du pouvoir d'agir aux personnes qui sont l'objet en fait de la décision. Exactement. Comment on inverse et c'est pas des personnes qui sont objets, mais c'est des personnes acteurs. C'était un peu les échanges qu'on a eu avant que tu arrives quoi. Mais du coup en tant que professionnel, comment on fait ça? Comment on redonne du pouvoir d'agir? Kevin, tu allais dire? Non, j'allais dire que moi
peu que j'ai vu, j'ai pas beaucoup travaillé avec les familles, mais pour le peu que j'ai vu, ou un monde de handicap, je trouve que c'est déjà compliqué pour que ces personnes, on leur redonne du pouvoir d'agir. Alors quand ils sont acteurs, il faut s'en saisir en fait. Je trouve ça extrêmement dommage qu'ils se soient pas saisis de ça. Et après, on sait pas, peut-être que derrière, il y a eu beaucoup de turnover, qu'ils ont eu du mal à suivre les situations, il y a sûrement plein d'explications, mais c'est problématique et je me demande à quel moment, dans une institution, on se pose ce genre de questions et on réfléchit à comment éviter que ça se reproduise. C'est vrai. Il y a, excusez-moi, il y a Tintin qui dit bonjour, je souhaite faire une alternance, mais c'est très dur à trouver pour être moniteur éducateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît une structure? Il faudrait savoir dans quelle région. Voilà. Bah, ouais, bah après, ouais, c'est de l'alternance, donc il va être payé, ce monsieur-là. Oui, donc ça va être compliqué, hein. Mais ceci étant dit, il faut essayer les foyers des moniteurs éducateurs, c'est surtout foyer d'hébergement, Isaac, peut-être. maison d'enfants à caractère social. Je sais plus si on appelle ça comme ça maintenant les mecs. Mais beaucoup les foyers d'hébergement autour du quotidien, quoi. Autour du quotidien. Bon. Faut contacter quoi les gens. Faut demander à la MD, pas à la MD, oui à la MDPH. Éventuellement, ils ont le listing des établissements pour les personnes en situation de handicap, adultes et enfants, et les foyers de vie, les foyers d'hébergement, tout ça. Je pense que ça peut être voilà source de possibilités pour ce monsieur. Super. Même dans la protection de l'enfance, hein, il peut chercher aussi. Moi, en tout cas, dans les secteurs où je travaille, il y a un mélange de toutes les professions. On a des moniteurs éducateurs, on a tout. Hein. Tout est mélangé. Donc c'est possible, je pense. Région. Ok. Ce dont on avait parlé un petit peu avant le live aussi, et ça rejoint ce qu'on vient de se dire, c'est la question aussi des... En fait, j'ai fait une vidéo du coup sur cette question de disqualification entre les acteurs dont on vient de parler, et il y a eu des commentaires en dessous, dont un commentaire où il y a quelqu'un qui parlait de la question des rapports qui peuvent être faits par les professionnels. Sur les personnes accompagnées. Et il y avait une éducatrice qui répondait. Donc la personne disait que les rapports étaient problématiques parce qu'ils n'étaient pas co-construits, ils n'étaient pas faits avec les bénéficiaires. Et il y avait une éducatrice d'AEMO qui répond en disant oui, mais c'est normal parce que c'est une évaluation de la mesure. Donc je trouve que c'est un débat assez intéressant autour de cette question de la place de l'usager, de se poser la question aussi des rapports, de comment sont constitués les rapports, quelles sont les intentions qui sont mises derrière les rapports par les professionnels. Voilà, si ça vous parle, si vous voulez parler de ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous interrogez sur le terrain ou voilà. Mais du coup, je vais laisser Kevin, peut-être, je sais pas s'il va intervenir, ou même Amandine d'ailleurs. Oui, je veux bien. Moi, c'est une question qui me questionne beaucoup en institution. Moi, je sais que tous les écrits, je les fais avec tous les jeunes. Dans le handicap, j'avais pas forcément cette pratique. Mais en tout cas, dans la protection de l'enfance, je sais que je le fais tout le temps et que j'en parle régulièrement à mes collègues qui peuvent écrire des fois des rapports sans forcément consulter le jeune ou même lui faire lire. Et à ce titre, je leur rappelle la loi qui explique assez clairement que chaque écrit qu'on va faire réaliser sur un jeune ou une personne en particulier, il a l'autorisation de le lire et cela des années après son passage dans l'institution. Et donc, je me base là-dessus et je me dis que c'est vraiment important que ce soit écrit ensemble. Et je trouve que c'est un outil aussi. Parce que, enfin, après, moi, c'est peut-être moi dans ce que je suis dans ma pratique, mais moi, j'ai du mal à écrire pour écrire, juste parce qu'on me demande un écrit. Je suis souvent même contestataire de réécrire des écrits que j'ai déjà faits, que j'ai déjà envoyé à un acteur, que je dois renvoyer sous une autre forme où je dis exactement la même chose. Je comprends pas forcément le sens de tout ça. Et du coup, à chaque fois, je me dis que c'est important que je le fasse avec la personne, parce que c'est le moment aussi où tu peux poser
les problématiques que tu rencontres avec la personne et que peut-être à d'autres moments tu n'as pas forcément échangé ou tu les as échangés brièvement. Et je trouve ça vraiment intéressant comme support de travail parce que comme on pose à un moment une problématique spécifique, et ben on peut aussi en faire un objectif derrière. Enfin moi je trouve que c'est vraiment bien ces rapports, mais ça demande beaucoup de temps et on n'a pas forcément ce temps dans les institutions. Je voulais intervenir aussi là-dessus. Effectivement, ça me semble essentiel que, quand on disait qu'on mettait enfin, on met la personne au milieu de de son accompagnement ou autre, mais l'écrit en fait partie aussi, quoi. C'est-à-dire que la lecture de l'écrit, et ce n'est pas incompatible avec une observation et une analyse du professionnel. On peut très bien imaginer de faire l'écrit et de faire un constat de quelque chose, d'une observation, et effectivement, la personne qu'on accompagne ne peut pas être éventuellement ne pas être d'accord. Rien n'empêche de rajouter dans l'écrit qu'à la lecture de ce qu'on a écrit, du coup, eh ben, la personne dit qu'elle n'est pas d'accord parce que voilà, on peut très bien le rajouter. En protection de l'enfant, c'est très compliqué parce que moi, dans le handicap, effectivement, par rapport à ça, c'est même devenu presque une culture en tout cas dans le service où je travaille, où l'écrit se fait obligatoirement avec la personne, voire même c'est la personne qui fait l'écrit, on l'accompagne dans l'écrit. Et là, c'est même différent. Protection de l'enfance, moi j'ai ce souvenir quand même de vouloir maîtriser cet écrit-là, de maîtriser un petit peu et peut-être les attendus aussi de l'institution sur les départs des jeunes ou pas. Voilà, si on a envie d'orienter sur un départ, et ben du coup on va donner des cacahuètes pour le juge qui va prononcer il y a un retour possible et vice versa. Et je trouve que le fait de donner la parole aussi à la personne concernée et ses proches dans l'écrit qu'on va faire, ça permet aussi d'être un petit peu plus, comment on peut dire, je sais pas comment on peut dire, objectif, voilà, objectif, d'être un peu plus objectif, en tout cas, pour que le juge puisse prendre, en tout cas, puisse prendre une décision, réelle, quoi, pas que basée sur le dire du travailleur social. Nous, en foyer MNA, enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté aussi, c'est que c'est un enjeu de chantage, de tension entre et parfois même quelque chose qui crée une rupture de lien. Cette question du rapport où les jeunes ils vont du coup être complètement en rupture de lien avec les éducs parce que ils savent que que ces éducs vont écrire sur eux et que potentiellement ils vont écrire négativement sur eux, sur leur comportement, sur leur autonomie. Il y avait la question aussi, on en avait parlé Fitneta la semaine dernière, mais de quels sont les critères qui sont mis en avant sur l'évaluation, par exemple, de l'autonomie, etc. Et moi, ce que j'avais constaté, tu diras, Kevin, ce que tu en penses, mais c'était aussi un objet de tension, cette question des écrits en protection de l'enfance. Je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai quand même l'impression que ça repose surtout sur la peur de l'éduc d'assumer entre guillemets ce qu'il va écrire, parce que pour moi, en tout cas dans ma pratique, je trouve que c'est un bon outil. Ben, moi je sais que j'explique régulièrement aux jeunes pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont pas en charge, pourquoi le département il accepte de mettre cet argent-là, pourquoi à ce moment-là il y a ce changement. J'essaie d'être ultra transparent sur ce qu'ils vivent. Et du coup, je trouve que quand on fait cet écrit, ou les différents écrits qu'on peut faire, je trouve que c'est assez pertinent en fait de le faire avec eux et de leur expliquer. Et comme tu l'as justement dit, Fitneta, il y a des moments où en fait toi tu penses quelque chose et quand le jeune il écrit, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça et c'est assez facile de dire en fait le jeune lui il pense pas ça, mais c'est ce que pense l'équipe. Et voilà, enfin, tout simplement, en fait, je sais pas. Moi, ça me semble pas si compliqué, mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est une montagne. Mais j'ai l'impression que t'étais quand même, que c'est assez rare cette démarche-là. Je sais pas. Est-ce que quand on te demande de faire un rapport, on te demande de le faire de la manière dont tu le fais, ou c'est toi dans ta pratique parce que t'es passé par le handicap? Non, on me dit il faut le faire pour demain. Voilà. On te demande pas du tout de le co-construire on te demande pas Absolument du pas. tout d'aller chercher l'avis du jeune. C'est pas ce qu'on te demande. Non. En ce moment, je suis en train de Et faire c'est une pas ce demande. qu'il fait majoritairement. Ah non, clairement pas, non.
En ce moment, je suis en train de faire une demande d'asile. J'ai 21 jours pour remplir ce document. Quand mes chefs sont au courant qu'il y a ce rapport, enfin cet écrit à faire, ce qu'ils me disent, c'est il faut le faire le plus vite possible. Et ils me disent absolument pas, prends le temps de l'écrire avec les jeunes. Ouais. Au contraire, il faut rendre l'écrit, c'est tout ce qui compte. Ça, c'est vrai que c'est un problème, je trouve, dans tout ce qui va être demande d'asile, réfugiés, etc. C'est que, enfin, moi, je suis passée d'une petite structure où on était en avant comment dire, la co-construction. Il y avait de la paire et danse aussi parce que à ce moment-là, j'étais travailleuse paire sur la structure. On mettait beaucoup en avant justement tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée en tant que travailleuse sociale sur le CPH, il y a eu beaucoup de choses justement qui m'ont un peu choquée parce que j'étais pas habituée à ça. On fait pas du tout, enfin, en gros, la direction voudrait qu'on fasse plus de co-construction, etc. Mais en fait, dans les faits, c'est tellement dans l'urgence et dans le déjà rien que par rapport au temps d'accompagnement qu'on est censé avoir, en fait, on n'a pas le temps on aimerait bien, mais en soi, on n'a pas le temps en fait de pouvoir créer des choses ou de co-créer des choses avec les personnes accompagnées. Enfin, moi, ça m'a beaucoup choqué en tout cas. Là, tu parles de la constitution des dossiers? Constitution des dossiers. Après, chez nous, c'est particulier puisqu'on a énormément de salariés avec des spécificités différentes. On a, enfin, pour tout ce qui est question juridique de droit des étrangers, on a un juriste qui est là pour ça. Mais du coup, nous, en tant que travailleur social, on est un peu exempté entre guillemets de toutes ces questions-là. Même si en soi, enfin, pour notre accompagnement, c'est aussi intéressant de pouvoir être impliqué dedans. Du coup, dans tout ce qui est réunification familiale, des choses comme ça, en soi, on n'est pas censé s'en occuper. Donc, ça nous permet pas du tout d'avoir aussi une vision sur ces questions-là, alors que, enfin, ça serait aussi intéressant de pouvoir connaître mieux ces questions-là, quoi. Bon. Moi, ça me fait penser aussi à une autre situation. Je sais pas si je dérive un petit peu, mais il y avait un moment où je mettais en copie les jeunes des documents que j'envoyais au département. Et je me suis fait un petit peu reprendre sur cette question. Parce que pour le département, c'est pas du tout important que le jeune ait accès aux échanges qu'on a entre nous. Et moi, j'avais essayé de défendre l'idée que, bah, au contraire, c'est la personne concernée par le sujet. Moi, je trouvais ça pertinent qu'un jeune qui a une adresse mail et qui la lit, bah, je le mets en copie. En fait, ça me semble évident, mais bon, du coup, c'est une interdiction que j'ai reçue et j'ai plus le droit de me pratiquer ainsi, mais c'est des choses qui, pour moi, je comprends pas. C'est C'est ce que tu fais, Kevin. Moi, enfin, ce que je trouve hyper intéressant sur le terrain, quand on parle de la position des professionnels, c'est que, enfin, c'est la même chose quand tu parles des écrits où tu fais les écrits avec les jeunes, etc. Tu tentes des choses en fait. Tu tentes des choses qu'on t'a pas demandé. C'est le contraire du désengagement moral. Et c'est un peu ce que tu disais, Fitneta, où tu disais, ben, est-ce qu'il n'y a pas des endroits, des interstices dans l'institution où on peut s'engouffrer en tant que professionnel et où on peut proposer, créer un peu de manière créative des choses. Et parfois, ça marche pas et tu te prends pas mal de murs. Mais je trouve que c'est hyper intéressant dans ta démarche, ça. C'était juste ça que je voulais dire. Et Fitneta, t'as dit... J'appelle ça braconner, moi. Alors après, des fois, on se fait choper à braconner, donc du coup, on se fait taper sur les doigts. Et braconner dans la limite du raisonnable, hein, on n'est pas non plus dans l'illégalité, mais effectivement. Et moi, je rejoins sur les mails. Moi, maintenant, quand les personnes que j'accompagne ont une adresse mail et savent très bien utiliser avec son téléphone,
tous les mails qui sont reçus ou qui doivent être envoyés à un curateur ou un tuteur, enfin un curateur, ça passe forcément par le mail de la personne concernée. C'est pas- c'est évident. Et là, pour le coup, moi, ma direction m'a pas interdit de le faire. Voilà. Donc, quoi, c'est possible quand même. Donc, voilà. Après, c'est aussi la dynamique. Enfin, je sais pas si on peut dire une politique institutionnelle. Moi, je sais pas si ça se dit ça, mais il y a des politiques institutionnelles. Moi, je dis ça comme ça, qui font que des fois, ça nous permet d'être inventifs. Et d'autres fois, et c'est jamais linéaire. Hein. C'est toujours. Il y a des moments où oui, on est super content, on dit ouais super, donc on est reboosté à fond. Et puis à un moment, pouf, une espèce de rigidité, enfin c'est rigide. Et il y a la règle, la norme là, qui se pose et qui fait barrage. Et là pour le coup, on est là. Ouais, c'est bon, voilà. C'est assez surprenant en fait d'ailleurs. On C'est pourrait surprenant. parler d'un climat. On pourrait parler d'un Ouais, climat plutôt un climat. institutionnel. Ouais, ouais. Il y a le climat. Moi, le climat, c'est vraiment le partage de valeurs entre les professionnels. Des valeurs essentielles, voilà, d'humanisme, etc., etc. Après, il y a quand même, je trouve, euh, alors c'est peut-être pas le bon mot politique, mais en tout cas des choix, on va dire des choix d'accompagnement qui, faute des fois, sont surprenants, en fait. Voilà. Complètement. Et je trouve aussi qu'il y a des choix très particuliers sur comment on co-construit face à des défaillances à tel ou tel endroit. C'est très très surprenant les décisions qui peuvent être prises. T'as des exemples Oui, après je sais pas tout ce que je peux dire ou pas dire sur ces questions-là, mais pour illustrer après de manière peut-être un peu vague, mais pour illustrer. bah là par exemple, nous au travail, on commence à décider que les jeunes vont devoir être responsables de quasiment tout ce qui concerne leur budget, donc toutes les dépenses ils vont les payer avec leurs allocations. Et, euh, et on se rend compte bah, qu'il y a une défaillance importante au sein de l'institution sur la comptabilité, qui n'est pas en capacité de traiter les factures. Et du coup, c'est les éducateurs qui vont devoir compenser le fait que les comptables n'arrivent pas à être comptables. Mais nous, on n'est pas comptables. En fait, ça me questionne sur comment ça se fait que des personnes qui sont pas comptables se retrouvent à devoir être comptables pour remplacer des gens qui sont comptables qui n'arrivent pas à faire leur travail. Comment nous, on pourrait être plus pertinent pour le faire que les comptables eux-mêmes? Et du coup, ça, vous avez. Ah, attends. Mince. Tu nous entends plus? Alors. Nous avons détecté une inactivité. Et ça me fait la même chose que l'autre fois. Je sais pas. À cause de quoi? Ok. C'est le test pour savoir si je suis pas un robot. Ils disent on a détecté une inactivité. Du coup, excuse-moi, Kevin, tu étais en train de dire que t'es pas comptable et qu'on te demande de faire de la comptabilité. Ouais, après ça c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein comme ça. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, euh, moi ça me fait penser à, je crois que c'est Philippe Gabéran qui écrit là-dessus et qui disait une question, peut-être je me trompe, c'est peut-être pas cet auteur-là, qui disait qu'est-ce qu'on fout là? Et moi je sais que j'ai cherché longtemps à savoir qu'est-ce que je faisais là. Et aujourd'hui je pense que j'ai trouvé la réponse et c'est ce qui me pense être le fil conducteur de ma pratique, c'est de me dire je suis là pour ne plus être là. C'est peut-être une réponse facile, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de trouver. Et je me dis que c'est pour ça que tout ce que je fais a un sens parce que j'ai envie de mettre les jeunes dans la boucle, de leur expliquer ce qui se passe, leur réalité, les tenir au courant des écrits,
les faire avec eux, enfin tout ça parce que pour moi le but c'est de les rendre autonomes et que à terme j'ai plus rien à faire avec eux en fait. Et je me dis si je partage pas, si je leur explique pas ce qui se passe, ben en fait ils auront toujours une partie qu'ils auront pas compris. Et peut-être quelqu'un d'autre leur dira, et tant mieux, si c'est pas forcément moi qui dois leur dire, mais je me dis que le plus important, c'est qu'ils comprennent, par exemple, je sais pas moi, comment ça marche, la CAF, pourquoi il faut s'inscrire là, comment ça marche cette démarche administrative. Parce que je trouve qu'il y a un vrai problème dans les institutions, en tout cas dans la protection de l'enfance. Moins le cas, je pense, dans le handicap, mais dans la protection de l'enfance, il y a une problématique majeure, c'est que on est censé être là pour les rendre autonomes, pour qu'après ils se débrouillent et qu'ils s'en sortent bien. Force est de constater que les chiffres de sortie de protection de l'enfance sont quand même assez catastrophiques. Et je trouve qu'on les rend surtout dépendants, en fait. Oui, c'est Euh, ça. Ouais. Ah bah, Amandine, je te laisse la parole. non, je disais que c'était vachement vrai parce que nous, sur le CPH, par exemple, enfin, moi, ça fait à peu près, ça va faire 7 mois que j'y suis, et c'est vrai que on se rend compte que il y a beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles ont leur statut, autant il y en a beaucoup qui vont vraiment tout faire pour pouvoir vraiment recommencer une nouvelle vie enfin, et s'intégrer et faire ce qu'il faut. Mais il y en a beaucoup où ils ont tendance un peu à se reposer sur leur laurier et au final, quand ils partent sur du logement, par exemple, en fait, ils se retrouvent complètement déboussolés et ils ont tendance à revenir assez souvent nous voir parce que ils n'arrivent pas à faire telle ou telle démarche. Il y a des choses qui leur arrivent qu'ils comprennent pas. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai. Enfin, je trouve que c'est assez assez compliqué de pouvoir. Nous, on peut les accompagner quelques temps après leur sortie, mais on peut pas non plus. On peut pas non plus s'éterniser à les accompagner au-delà, malheureusement, même si on aimerait bien. Mais mais je trouve que ce côté-là, comme tu disais, il est vachement important pour l'autonomisation, quoi. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un critère assez facile à... Oh, pardon, vas-y. Non, 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 vas-y, je vais intervenir après. Moi, un critère d'analyse pour voir si on essaie de les rendre autonomes ou pas. C'est la voiture. C'est bête, mais quand je vois qu'on va chercher un jeune ou une personne et qu'il n'y a pas de raison spécifique à ce qu'on aille le chercher et qu'il pourrait rentrer par lui-même, là, je me dis qu'on le rend dépendant. Après, ça s'applique sur d'autres critères, mais je trouve la voiture, c'est ultra révélateur. Oui, ouais, c'est un bon indicateur, en tout cas, je trouve, effectivement. Mais en tout cas, alors je vais parler pour ma pratique professionnelle. Moi, je me suis, alors, j'ai commencé avec cette notion d'éduquant éduqué, tu vois, avec moi je sais ce qui est bien pour t'aider, quoi. Moi je Mm. sais que comment on va t'aider, etc., etc. Après ça a évolué sur, bah j'accompagne, donc, je t'accompagne, mais quand même je t'accompagne et quelquefois je suis à côté de toi, mais c'est moi qui quand même donne la direction quand même, mais je suis là pour te soutenir, pour t'accompagner. Maintenant je me considère vraiment comme un outil, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire l'outil qui met en œuvre. Et, et je trouve que c'est ça, en fait, c'est de mettre en œuvre quelque chose, de permettre à la personne, enfin, la personne concernée par un handicap ou autre d'ailleurs, de mettre en œuvre un changement dans sa vie, le changement positif qu'il attend, quoi, dans sa vie. Et donc, du coup, ça implique justement ce que tu disais, Kevin, et ce que tu disais aussi, Amandine, c'est de permettre à la fois l'autonomie, l'autodétermination, d'être autoreprésentant, c'est-à-dire d'aller face aux institutions du droit commun ou de l'ordinaire, comme on peut dire. Enfin, et c'est vraiment d'à la fois d'être là, mais d'être au service, mais en tant que vraiment outil. On apporte, on est le, ouais, on est c'est pas un objet, mais on est la personne qui est l'outil de la personne concernée par le handicap ou par un autre Objet problématique. qui, quoi. Enfin,
Tu dis que tu es encore un robot ou pas? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on est, ouais, on est cet outil. Après, le Oui, travers quand même Non, vas-y. je voulais répondre à Tintin qui disait que je crois que il est en situation de handicap moteur. Est-ce que ça pourrait poser un problème? Non, pas du tout. Et surtout que il y a des établissements tels que les IEM, les instituts d'éducation motrice, par exemple. Ben voilà, je pense il aurait, mais pas que, hein. Moi, je veux pas non plus le diriger dans son métier et à son handicap, mais il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il puisse pas être moniteur éducateur malgré son handicap. Oh non, heureusement que non. Non, et puis en plus, je voulais lui répondre par écrit, mais j'ai pas pu lui répondre entièrement. En fait, je voulais aussi lui dire que, bien au contraire, suivant le domaine dans lequel il voudrait se diriger en tant que moniteur éducateur, il pourrait aussi faire jouer sa paire et danse. Euh, Parce que ça, c'est un truc dans mon boulot actuel que j'essaie d'expérimenter, c'est-à-dire que étant ancienne travailleuse pair, du coup, j'essaie de faire jouer aussi cette pérédance-là dans mon accompagnement. Euh, Par exemple, je peux leur dire, bah, souvent, quand ils vont me parler de comment se passe la cohabitation dans la chambre avec les personnes, etc. Je peux aussi leur dire, bon bah voilà, je sais ce que c'est, je suis passée par là, pas en tant que professionnelle, mais aussi en tant que bénéficiaire, et du coup, des fois, ça change un petit peu. Enfin, je change un peu les pratiques à ce niveau-là. Et c'est aussi important, je trouve, la pérédance. Complètement. Ça change ta posture, du coup, c'est ce qu'on disait. Ouais. Exactement. Oui, moi je trouve ça intéressant parce que c'est pas le travailleur social en toute puissance. Il va permettre, vous m'entendez? Oui. Il va permettre aussi la pérédance. On l'utilise aussi beaucoup nous au SAVS. Alors, par exemple, là on a un monsieur qui a une addiction à l'alcool et on ne sait pas comment faire. Et c'est vrai que notre discours, bah, en fait, bah, on voit bien que bah, il nous donne un discours attendu parce que du coup il n'a pas envie de nous décevoir ou je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà, voilà, on voit bien que nous on dit, même si ma collègue l'accompagne tout ça, voir les médecins, mais quand même ça n'a pas d'impact. Et du coup, on a sollicité un autre monsieur qui est en situation de handicap, mais qui a été un ancien alcoolique aussi, et ça fait 10 ans qu'il est abstinent. Et du coup, on les a mis en lien, et du coup, il y a cette pérédance. Je trouve ça, mais bon, après, avec ses limites, mais je pense que le discours de ce monsieur-là est plus pertinent et plus fort que le nôtre, avec toutes nos connaissances, notre formation, etc. Parce qu'il y a du vécu, en fait. Il y a du vécu. Exactement. Et puis ça casse aussi un peu je veux dire le stigmate, mais aussi ça casse un peu ce rapport pour la personne accompagnée, de se dire que c'est juste un travers social et que bah, peu importe dans l'état où il va venir à son entretien, bah en fait ça changera complètement le tout. Je vois, j'ai une personne qui, pareil, est dépendante de l'alcool, et je sais que les collègues qui étaient là bien avant moi, il y a des moments où en fait elle refusait de recevoir parce que il était trop éméché et etc. Et alors que dans mon cas, moi, tant que la personne elle est en état de pouvoir tenir l'entretien à peu près correctement, on va dire, sans difficulté, moi, il n'y a pas de problème à ce que je le reçoive. Quelqu'un voulait rajouter? Moi, je voulais juste te dire, Kevin, sur la voiture, le critère d'évaluation de l'autonomie. Moi, j'aime beaucoup conduire avec les jeunes et la voiture, c'est un lien social aussi que tu peux faire avec les jeunes.
c'est un Oui, moment je suis aussi d'accord. de discussion et de musique et d'évasion. Mais voilà, mais c'était juste une petite parenthèse. Ouais, non, mais, non, mais j'aimerais bien compléter parce que du coup, moi, je trouve que Protection de l'enfance était super médiateur dans le sens où la voiture a été médiatrice de la discussion. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à face, il n'y a pas ce regard et du coup, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui ont été dites dans une voiture qui n'ont jamais été dites dans le bureau de l'éduc ou voilà. Ça, c'est Et vrai. puis Je tu te mets du rejoins là-dessus. son, tu t'avances. Enfin, il y a tout un truc. Moi, c'est parce que je suis désolée, c'est pas écolo, mais j'adore la voiture. Je trouve que c'est un outil aussi de d'évasion et de discussion. Mais l'indicateur quand même que Kevin utilise, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que le jour où un jeune ou une personne, que, par exemple pour le cas du SAVS, on accompagne, qui ne sollicite pas pour faire le taxi, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle faire le taxi, c'est aussi un signe, un indicateur d'une autonomie. Bah, tout critère peut être pris dans tous les sens, hein, je pense. Même C'est ce ça. que je disais sur l'autonomie, ça a ses failles en fait. Parce que moi, c'est ma façon dont je pratique mon métier, mais je sais aussi que des fois, j'ai des populations qui sont pas du tout réceptifs et pour qui, à un moment donné, c'est pas forcément très bon de enfin, d'essayer de les économiser. Et je suis pas forcément toujours la bonne personne au bon moment. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir différents types de profils dans l'équipe et que, oui, ce que je dis est à prendre dans un sens ou dans l'autre, hein. Tout n'est pas. Et ben c'est ce qu'on disait aussi avec Fitneta la semaine dernière, c'est que les critères d'évaluation ils vont toujours être en évolution et ils vont être toujours adaptés en fait bah, aux deux personnes qui sont dedans quoi. Enfin à la personne qui est évaluée et la personne qui évalue. Et c'est pour ça qu'on peut pas uniformiser des critères d'évaluation comme ça. Enfin mais c'est intéressant, ça c'est intéressant. Et je trouve que ça fait du lien aussi avec ce que tu disais, Fitneta, au début, là, sur comment cette instance où vous parlez de la violence. Et ben, moi, je pense qu'en soi, c'est une bonne idée. Mais si on est suffisamment humble pour tout remettre en question et reconstruire autre chose quand on se rend compte de ce qui se passe, peut-être c'est positif, peut-être ça l'est pas, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut reconstruire. Je trouve que c'est ça qui est, pour moi, en tout cas, c'est une de mes frustrations les plus importantes dans les institutions, c'est cette capacité qu'on n'a pas, ou que l'institution nous bloque en tout cas sur une flexibilité, sur et puis tirer des conclusions de ce qui se passe en fait, ou expérimenter autre chose, faire des tests. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on pourrait qualifier ça, moi, de façon de remise en question, en tout cas d'analyse des pratiques. C'est ça que tu veux dire ou pas, Oui, Kevin? Je me trompe pas? oui, oui. Et puis de pointer un petit peu ce qui est. Mais le problème, c'est que là, on est dans, en tout cas pour l'association pour laquelle je bosse, elle est en grande difficulté. Et du coup, il y a quand même, on va pas cacher, il y a des licenciements qui arrivent pour faute grave. Et du coup, il y a cette peur aussi d'exposer un petit peu, qui pourrait être vécu comme des faiblesses, en tout cas des difficultés dans son travail. Donc, et même pire, je vois des comportements de collègues qui cherchent à faire valoir leur accompagnement, ou en tout cas leur pratique professionnelle, dans, pas dans enfin, pas dans une vérité absolue, quoi. Parce que du coup, ils ont besoin d'être rassurés, d'être considérés par la hiérarchie comme une bonne éduque, voilà, qui fait bien son taf. En plus, sincèrement, je le pense, on est 6 dans l'équipe, tout le monde fait son taf, quoi. Tout le monde fait son taf, mais des fois, on se plante. Des fois, on se plante. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours dit à mes collègues, surtout n'attendez pas pour me le dire, quoi. Si jamais vous voyez que, alors bien sûr avec de la bienveillance, hein, parce que si t'es piqué à ton orgueil, c'est un peu compliqué aussi, hein. Mais n'hésitez pas à me dire que, voilà, ce que je mets en place, c'est peut-être pas forcément enfin, ce qui serait mieux pour la personne que j'accompagne, et puis on en discute en réunion, mais encore faut-il pouvoir le faire. Et cet espace-là, moi, je trouve enfin, en tout cas, pour l'association, pour le SAVS où je bosse là, j'ai l'impression que en plus, ça s'accentue, en fait. Plus l'association est mal, plus ça s'accentue, quoi. Il y a un lien, en fait. Il y a un lien entre les deux. Ouais, ce que tu dis, moi je trouve ça extrêmement important.
C'est très dur, hein, mais je pense que dans ces professions-là, c'est indispensable qu'on soit capable de remettre en question les autres, de se remettre en question soi-même, d'en parler ensemble. Enfin, moi, par exemple, il y a une question qui se pose souvent, je trouve, qui fait en lien avec ça. C'est est-ce que, enfin, moi, en tout cas, je me la pose souvent, est-ce que je suis toujours la bonne personne pour tel usager? Et, et je trouve que c'est pas facile de te dire que t'es pas forcément la bonne personne, mais moi, là, j'accompagne 4 personnes. Il y en a 2 avec lesquelles je pense, en tout cas aujourd'hui, que je sais pas, je me considère peut-être comme un bon éducateur, mais il y a une autre des personnes où je pense que je suis clairement pas la bonne personne, et une autre où je me questionne. Et je trouve que ça, c'est pas des choses qu'on parle beaucoup en institution, et quand j'essaie de l'amener, bon, bah, chacun ses références, c'est pas grave, hein, enfin. Et ça, je trouve que c'est problématique. On en a parlé aussi avec Fitneta, la question des références et du travail d'équipe. Enfin, est-ce qu'on porte les jeunes de manière collective ou est-ce que c'est très individualisé? Et est-ce que justement on peut dire, bah là je me sens en difficulté face à ma référence et peut-être qu'on peut apporter une réponse collective. Enfin, je sais pas, Fitneta, si tu voulais parler par rapport à ça. Ça, effectivement, ce que tu disais dans une de tes vidéos, c'est individualisé maintenant, là, des fois, là, euh, et du coup, la référence éducative, en plus, ça a tendance à un peu enfermer ça, en fait. Et, Ouais, d'ailleurs, on dit mes références. Et, je trouve que nos chefs de service doivent nous reprendre quand on dit mes références, pas tes références. Et les références qu'actuellement tu accompagnes. Et effectivement, je suis d'accord avec Kevin. Moi, je suis dans le même questionnement que toi. J'ai un monsieur que j'accompagne. Je vois que je suis un peu dans le, c'est pas, c'est un monsieur que j'avais eu en foyer d'hébergement et là qui vient au SAVS maintenant. Et c'est vrai que j'ai connu ses difficultés au sein du foyer d'hébergement. Et là, il va mieux, etc. Il est plus autonome, etc. Mais il n'arrête pas de me prouver par A plus B, il joue un peu le mascu, comme quoi il arrive à s'en sortir, qu'il est trop fort maintenant, etc. Donc il est tout le temps en train de me prouver, et c'est vrai que nos échanges tournent autour de ça, et je me dis, là, ça va pas être facile, et est-ce que tu es vraiment la bonne personne pour l'accompagner, ce monsieur? Voilà. Donc je pense que dans une prochaine réunion, je vais l'exposer, et puis on va voir ce que ça donne, mais je m'interroge vraiment là-dessus. et toi, tu dirais que dans ton institution, ils vont être réceptifs à ça? En tout cas, il faut essayer. Je sais que ça s'est jamais fait en fait. Il y a ce qu'on appelle, alors c'est pas très joli en plus. Et moi, quand on dit ça, on fait ce qu'on appelle le mercato, en référence au foot, à les transferts en fait, les changements. Donc une fois l'an, on fait un mercato. Bon, moi ça, alors je participe hein, parce que je dis trop rien et voilà, je cautionne un petit peu. Moi, j'essaye un petit peu par exemple, bon, il y a un truc aussi par rapport aux références. Vous voyez, c'est comme quoi c'est pas très réfléchi. On a un nombre de suivis qui peut varier entre 15 et 12. Donc généralement entre 15 et 12. Donc généralement, voilà, on est plutôt à 14, 13, 14. Mais on se pose pas la question si, par exemple, il y a peut-être 15 accompagnements bah, qui sont un peu en termes de temporalité, d'action auprès des gens, on va dire un peu plus faciles, c'est-à-dire en termes d'accessibilité des gens. Et il y a peut-être des situations qui sont un peu plus complexes parce que la personne travaille, elle travaille tard, donc du coup, elle est elle peut moins être présente auprès des éduques. Et du coup, on se pose pas cette question-là. Donc, du coup, on réfléchit en termes de chiffres et pas en termes de faisabilité de l'accompagnement. Ça, par contre, tu vois, ça, c'est un truc enfin, qui commence vraiment à m'agacer. Et pourtant, je l'ai déjà dit. Et tout le monde dit oui, 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 mais ça continue. Alors ça, c'est pour moi. Je sais pas si tu as une explication à ça. C'est un phénomène, je comprends pas. On peut aussi montrer que ça va pas. On peut, tout le monde peut être d'accord. Oui, oui, oui. Et rien qui se passe. Moi, ce phénomène-là, alors, cet exemple concret-là de nombre de suivis, enfin, de références éducatives qui n'est pas réfléchi. On fait tous le constat que c'est pas bon, mais ça bouge pas. Rien ne se passe. Je vis la même chose.
C'est la même chose pour toi? Ah bah ça me rend. Est-ce que, C'est exactement pareil pour nous. D'autant plus que nous, on accueille énormément de personnes. Je crois que sur l'ensemble de la structure, on est aux alentours de plus de 300 personnes. Donc, donc c'est exactement la même chose. On a beau dire ça va pas, ça va pas, et en fait, il y a rien qui se passe. Ou alors il va y avoir des petites sanctions, des petites choses, mais rien de vraiment très concret. On va dire. Bonsoir, il y a Chroniques Médicaux qui nous a rejoint, avec qui on avait déjà fait un live. Si tu veux bien te présenter. Bonsoir. Bah déjà, merci pour l'invitation. Je suis un privilégié. Là, à peine je me connecte au live, j'ai une invitation. Je me suis senti un petit peu privilégié, ça fait plaisir. Du coup, moi, je travaille, je suis moniteur éducateur avec des personnes en situation de handicap dans un foyer d'hébergement. Mais je laisse la parole ce soir. Je suis à l'écoute. Et je bug, ou vous buguez, ou je sais pas, mais j'entends en décalé, et je parle en décalé, et les vidéos se bloquent. Voilà. Ok, pas de souci. Et peut-être tu peux couper le micro et si tu veux intervenir, n'hésite pas. Vous m'entendez ou pas? Oui. Je vais charger mon chargeur parce que voilà. Je vais chercher mon chargeur. J'arrive tout de suite. Ok, à tout de suite. Du coup, ouais, on était sur la question des références et le fait d'avoir un grand nombre de références. Toi, Kevin, vous avez combien de références par éducateur? Ah, ça bug. À peu près 4, 5. Enfin, c'est complètement aléatoire. Nous, la manière dont on désigne les références, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Les éducateurs, ils veulent prendre tel type de profil parce qu'ils ont lu le rapport sur le jeune, donc voilà, on prend celui-là. C'est pas du tout pensé, c'est aléatoire. Donc on a des collègues qui peuvent aller jusqu'à 6, 7 références. Moi j'en ai 4. C'est aléatoire. Et donc, c'est chaque éduc qui choisit comme ça En fait, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais moi j'ai l'impression que dans mon institution, le but, c'est qu'on mette un nom d'éducateur ou d'éducatrice à un jeune, et une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, quand par rapport à ce que disait Fitneta, genre vous portez pas collectivement les jeunes. C'est vraiment individualisé par référence où il y a quand même une réflexion collective sur chaque jeune. Je pense qu'il y a l'illusion d'une réflexion collective, mais moi, de mon point de vue, il n'y a pas de réflexion collective. Par exemple, les réunions, on a 3 heures de réunion, il y a 2h30 d'administratif, une demi-heure pour parler de 32 jeunes, et on ne parle que des situations qu'on dit alarmantes. C'est chacun des éducs qui porte ces situations et qui vient dire, ah bah là c'est grave, il faut qu'on en parle. Et donc on va parler quelques minutes, sur 30 minutes, on va parler des situations qui sont compliquées, mais il n'y a pas de temps où on parle vraiment des jeunes, ou en tout cas pas dans ces temps de réunion. Et avant, on avait des synthèses, ça fait 1 an que ça a été retiré, donc on n'a plus de synthèse. En fait, on n'a pas d'espace où on parle des jeunes. C'est pour ça que j'ai l'impression que les jeunes, c'est juste des personnes qui sont de passage et qu'on considère peu, en fait. On leur donne pas beaucoup de pouvoir d'agir, c'est très très questionnant. Donc vous n'avez pas d'espace où vous parlez des jeunes. Bah, une réunion, 30 minutes pour 32 jeunes. Nous, on a inversé le truc, c'est-à-dire que on a justement, on était comme toi, on avait une trame de réunion où les situations, on en parlait en dernier. Et du coup, t'imagines bien, avec tout ce qu'il y a avant à voir, etc. Enfin, le CAC, je sais pas si vous avez le CAC là, aussi vous, Non. dans vos structures, qui permet d'évaluer si on travaille bien, enfin si l'institution répond bien aux demandes de l'ARS, etc. Machin.
Et du coup, on a demandé vraiment, on a insisté, on a dit non, il faut que les personnes qu'on accompagne, pardon, il faut vraiment qu'elles soient en première. En premier, ce soit dans la trame de la réunion, on parle d'abord des personnes concernées par le handicap qu'on accompagne, et après on parle de la vie du service en tant que tel, quoi. Moi, c'est une demande que j'ai déjà formulée et pour moi, ça prouve que c'est là où l'institution met de l'intérêt, c'est dans son fonctionnement, dans son administratif, et les jeunes, ils passent en dernier. Pour moi, c'est révélateur de ce qu'est l'institution. Enfin, cette Ouais, institution où je travaille, en tout cas. ouais, ouais. Et là, c'était une demande collective. Et tu vois, c'est là où en fait on voit que des fois ça a peut-être plus d'impact. C'est que là, il y avait un Mm. consensus avec tous les éducateurs et du coup, en fait, il n'y avait pas notre chef de service n'avait pas trop le choix entre guillemets. Elle aurait pu éventuellement être dans la espèce d'esprit de dictature en disant non, c'est comme ça, je décide. Mais là, devant le fait que tout le monde était d'accord sur ça et revendiquer que c'était compliqué de parler des situations en dernier et qu'il fallait absolument le mettre en premier, bah, ça a été fait, quoi. Ça a été fait. Et je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de parler avec mes collègues. Mais là, de ce que j'ai identifié pour l'instant, ça fait tellement longtemps que cette pratique, elle est comme ça, que je constate, je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la réunion, tout le monde va rester chez lui, mais il y a beaucoup de collègues qui insistent pour dire, allez, on abrège, on abrège. Et je pense qu'il y a une peur aussi de la plupart des éducateurs de ne pas savoir quoi dire sur le jeune, ou d'avoir un regard de d'autres éducs sur les jeunes dont ils s'occupent. En fait, ça s'est complètement perdu, cette question de on prend du temps, on parle d'un jeune, même si on n'a rien à dire. En fait, il y a des choses qui vont venir, parce qu'en fait, on le voit peut-être tous les jours, où il y a toujours des choses à dire. Et ça s'est complètement perdu. Et du coup, nous, pour associer ça, on a aussi demandé une trame notre chef de service a fait une trame pour qu'on puisse présenter les situations. Après, elle nous les a soumis et puis elle nous l'a soumis et on l'a aussi revisité nous. Mais en tout cas, maintenant, on a une trame pour présenter un jeune. Enfin, une personne, pardon. Nous, c'est pas des jeunes. Une personne accompagnée. Donc, tu vois, il y a aussi des choses qui se font quand même. C'est moi qui, ça, pour du coup, ça me permet de garder espoir. Voilà. Ouais. Non, mais c'est Mais très bien. Et vas-y, Kevin. je trouve, enfin, moi, en tout cas, ça me fait du bien que tu dises ça, ça me donne des idées. Et j'essaierai de mettre ça au travail dès demain, on verra. Mais en tout cas, ça garde espoir, oui, effectivement. Ouais, c'est parce qu'en plus, Kevin, tu parlais d'un certain désengagement, d'une inertie un peu de l'équipe, voilà, et que c'était des fois difficile de convaincre un peu les collègues. Et ça me fait penser à une discussion qu'on a eue justement avec Chroniques médicaux, où lui, il avait une problématique sur le terrain c'était de nettoyage et de planning. Enfin voilà, il avait identifié une problématique. Et pour le mettre en place, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour le mettre en place, il a dû aller convaincre, aller chercher aussi ses collègues pour avoir du poids et pour changer. Et des fois, enfin, c'est ce que tu as l'air de dire aussi, Fitneta, cette énergie à mettre aussi pour convaincre le collectif que, allez, ça serait bien qu'on y aille ensemble. Et enfin, je trouve qu'il y a l'air d'avoir quelque chose qui. Désolée. Ouais, il y a l'air d'avoir quelque chose qui se joue autour de ça, de cet enjeu-là. Non, tu te trompes pas. Violence institutionnelle. Ok. J'ai dû mettre du cœur. Et ouais, c'est ça, Mais t'as dû aller j'avais chercher la tes collègues, chance quoi. d'avoir les collègues. J'avais la chance d'avoir des collègues à l'écoute. Moi, je sais que je suis force de conviction, de persuasion, mais quand même, il y avait les personnes à l'écoute en face. Je pense que quand on travaille dans des équipes où il n'y a pas les personnes à l'écoute en face, on peut pas agir pour l'autre. On peut pas faire réfléchir tes collègues s'ils veulent pas réfléchir, c'est pas possible. Je pense. Pourtant, je suis pas défaitiste, hein, mais parfois c'est compliqué. J'ai de la chance. Non, mais il y a aussi des intérêts à ne pas agir, hein, pour les professionnels, hein. Ça, après, moi, je juge pas, hein, c'est la peur, effectivement, de la pérennité de l'emploi, la peur
d'être considéré comme l'éducateur qui est chiant, l'éducatrice qui est chiante parce qu'elle remet tout en question. Enfin, il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, hein. Faut pas. Mais du coup, quand on fait collectif, c'est quand même plus. Quand il y a une voix collective, c'est quand même plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est moins. Ça met moins en péril l'individu en tant que professionnel. Ça protège un peu. Bah, c'est l'effet de groupe, quoi, en fait. Protection du groupe. Du coup, Kevin, en réunion lundi prochain, tu vas tester ça? C'est ça que tu disais? J'essaierai de le faire un peu en amont parce qu'en réunion, c'est déjà trop Ouais, tard. c'est Mais ça. si je vois mes collègues, je vais essayer d'en parler un peu avec eux, ouais. Moi, Kevin, j'ai une question pour toi, Kevin. Je Oui, voulais savoir, vous parlez de réunion. C'est toi, Kevin. Kevin, c'est s'émanciper, c'est ça? ouais. Je crois que j'ai environ 12 minutes de retard sur les réponses, mais je crois que c'est Kevin, c'est s'émanciper. Je veux savoir qui est le maître de la réunion, qui est le garant. On parle de responsabilité, de référence. Qui est le référent de la réunion et quel est son rôle? Est-ce que c'est toi? Non, absolument pas. Moi, je suis l'éducateur casse-couille qui vient questionner plein de trucs dont parlait Fitneta et qui n'est jamais d'accord avec rien et qui a l'air blasé. Mais c'est Et un sinon, coordinateur non, c'est la chef de qui est service. censé gérer la réunion. Un coordinateur, un chef de... Non, c'est la chef de service. D'accord. On a une Donc elle a la trame. position hiérarchique et la légitimité. Aïe aïe aïe. Ah, voilà, c'est dans la merde. Et vous n'avez pas de coordinateur aussi, Kevin? Mais si, on a une Ça? coordinatrice aussi qui est présente aussi en réunion, qui s'exprime très très peu. Et c'est la chef de service qui anime. Du coup, elle suit l'ordre du jour et on coche point par point. En fait, c'est très mécanique. On fait point par point. Elle nous annonce des informations pendant 2h30. Le personnel commence à s'endormir. Au bout d'un moment, on parle des jeunes. Il faut que ça aille vite. C'est terminé. Et c'est Ouais, une grosse alors du coup, structure ça où tu fait travailles? compliqué. Hmm. Vas-y, pardon. Non, je voulais juste savoir si c'est une grosse structure où il travaille, il y a plusieurs chefs de service ou si c'est une petite structure. Non, il y a une chef de service, une coordinatrice, 32 jeunes, 8 éducs, et après pas mal de remplaçants qui viennent compenser les plannings qui sont pas forcément bien faits. Et après, cette structure, elle fait partie d'une association qui a 4 foyers et 4 services de mineurs. Dans la partie protection de l'enfance. Et après, ils ont un peu de Ok, handicap. Enfin, c'est quand même une grosse association, ouais. ok, d'accord, ok. Et chaque service a son fonctionnement propre. En fait, de mon point de vue, j'ai l'impression que dans la structuration de nos professions, il y a une grande place au chef de service et qui a du coup beaucoup de pouvoir et c'est souvent lui qui, j'ai l'impression, est un peu le capitaine du navire et qui amène l'institution un peu, enfin, le service un peu là où, enfin, il fait ce qu'il peut, quoi, et c'est lui qui a beaucoup de latitude de décision et donc c'est très horizontal. Non, Je pense vertical. qu'ils ont, je pense qu'ils ont D'accord. enfin, je peux me permettre, Chronique, ou pas? Ou tu voulais dire quelque chose? Je, je Oh, pas pense du que, tout, vas-y, vas-y. Vas-y. merci. Je pense que du coup, eux aussi, ils ont une espèce de pression de rendu, enfin, moi, je vois, enfin, la chef de service, elle est dans les stats, les machins, faut que les projets d'accompagnement personnalisés soient à jour, à la limite, ce qui peut être entendable, hein. Moi, moi, au contraire, moi, j'aime bien un capitaine, enfin, on souffre aussi, enfin nous on souffre du fait qu'elle n'est pas capitaine de bateau, quoi. Son management est en termes de réunion, elle est peu présente, enfin elle même des fois n'interagit pas sur des discours qui peuvent être un peu des fois ambivalents et compliqués parce qu'il y a l'émotion du professionnel qu'elle a et tout ça,
Et puis elle a un mode de fonctionnement où en amont des réunions, elle va discuter. Alors moi j'ai arrêté, je me suis fait prendre plusieurs fois au piège, hein. Elle va échanger avec différents les éducateurs de façon individuelle, de façon un peu informelle comme ça. Et puis elle va lancer des petites pierres comme ça ou des petites graines plutôt, en espérant qu'elles germent au moment de la réunion pour pas qu'elle ait à le faire quoi. Donc c'est pas, il y a des, enfin moi elle est pas du tout capitaine de bateau. Alors après effectivement Kevin, je suis d'accord avec toi, il y a des mauvais et des bons capitaines de bateau, hein. Enfin qui prennent la bonne ou qui prennent la bonne ou la mauvaise direction. Pour moi un capitaine de bateau qui prend la direction de l'accompagnement des personnes qui sont vulnérables, pour moi c'est l'idéal. Mais on n'est pas dans un monde idéal et effectivement il y a des fois des chefs de service qui répondent aux directives d'au-dessus, quoi. Voilà, j'ai fini. Bah, je pense que c'est ça. De toute façon, tant qu'on n'exerce pas cette profession de chef de service, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de toutes les pressions et toutes les réalités de cette profession qui doit être, j'imagine, complexe. Après, je sais pas si ça nous rend quand même légitime de critiquer ou pas la manière dont c'est mis en place. Moi, je Mais pense qu'on peut, hein. C'est pas parce qu'effectivement il y a une réalité de peut-être enfin, de surcharge mentale qu'on leur demande. Parce qu'il faut effectivement les chefs de service sont maintenant plutôt des directeurs, hein, parce que du coup il y a des directeurs de pôle. En tout cas, ça fonctionne comme ça dans l'association où je travaille. C'est-à-dire que ça a un petit peu décalé les responsabilités et on a tendance justement à avoir dans l'association les coordonnateurs ou coordinateurs, peu importe comment on les appelle, qui jouent ce rôle de chef de service que moi j'ai connu à mes débuts, quoi. ouais, j'ai déjà vu ça aussi dans des institutions. Là où je travaille, c'est pas forcément le cas. Je sais pas ce qu'elle fait la coordinatrice. C'est pas très clair. Et la chef de service, elle est très très Ah, présente pendant les réunions. si tu dis Ouais, ça, mais c'est que c'est après, pas bon signe, hein. bah, peut-être qu'elle fait des choses. Après, moi, je sais pas. En fait, les missions de chacun sont pas très claires, hein. Il y a les fiches de poste. Moi, j'aimerais bien ressortir les fiches de poste, voir qu'est-ce que chacun est censé faire, parce qu'il y a un glissement énorme des missions. En fait, l'équipe, quand je dis qu'on devient comptable tout à l'heure, en fait, on ne devient pas que comptable. On est aussi ceux qui sont chargés d'évacuer 4 étages d'un bâtiment. On est tout un tas de professions. On récupère aussi des fonctions de chef de service, tout un tas de choses qui retombent dessus et enfin, ça vient augmenter notre charge de travail, charge mentale. Et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être que c'est compliqué de se positionner en réunion, d'essayer de changer des choses, parce que, en fait, tout le monde est sous l'eau, épuisé, fatigué. Mais après, pour nuancer, j'ai eu un entretien ce matin avec ma coordinatrice et elle est pertinente hein, sur plein de choses. C'est juste que je sais pas comment. Moi, dans ma vision de la coordinatrice, c'est pas comme ça que je vois. Pour moi, c'est coordinatrice, ils coordonnent. Donc, ils ont une vision sur les différentes situations. Ils peuvent nous rappeler s'il y a des écrits, par exemple, importants à faire. Et du coup, qui vient être un appui dans... Parce que comme on est tous très seuls dans nos accompagnements, pour moi, c'est quelqu'un qui devrait être un appui, quoi. C'est pas le cas. Et est-ce que tu peux lui parler de ta demande sur l'organisation des réunions? Oui, je pense. Après, je pense que c'est aussi ma faute, hein. Je m'en saisis peut-être pas assez de cette personne. Ok. Faut voir, faut tester les leviers. Tu nous raconteras comment ça se passe, comment tu réussis sur le terrain à essayer de convaincre les uns et les autres de bouger les pratiques, de changer un petit peu les manières de réfléchir ensemble. Ouais, en tout cas, vous m'avez donné plein de pistes. Cool. Je pense qu'on va se diriger vers une fin de live, si ça vous dit. Est-ce que on peut peut-être conclure, échanger un petit peu on est parti un petit peu dans tous les sens. C'était hyper intéressant. Il y a des sujets qui reviennent aussi. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole un petit peu?
pour conclure, s'il y a des choses qui vous ont marqué ou que vous voudriez aborder dans un prochain live. Je vais commencer. Moi, je suis plutôt. Alors, ça va être très vite. Hein, je suis plutôt content d'être là. C'est pareil. Hein. Ça nourrit moi j'aime bien rester en veille en fait. Et du coup, ça nourrit ma veille. Je sais pas comment on peut dire. Bah, ça nourrit mon attention et puis peut-être de découvrir d'autres pratiques. Donc c'est super. Voilà, moi, je suis preneur. Voilà. Bah, pareil pour moi en tout cas. Moi, c'est la première fois en plus que je participe à un live et un live comme celui-là. En vrai, il y a rien de mieux en soi. Euh, c'est hyper intéressant de pouvoir découvrir, comme tu disais, d'autres publics, enfin d'autres pratiques, etc. Et puis d'avoir aussi enfin ça crée aussi des pistes aussi pour différents publics aussi, qui en soi l'accompagnement se rejoint dans tous les cas. Donc voilà, un grand merci en tout cas. Bah, merci à toi, Amandine, aussi. Kevin, Ouais, tu voulais dire un mot? ouais, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me fait penser, il y a quelques années, j'avais fait des réunions inter-SAVS où on se rencontrait des professionnels de même service avec des pratiques complètement différentes. Et je trouvais ça ultra riche et je trouve que ces lives, ça pourrait être aussi des espaces comme ça très riches où bon, on vient peut-être pas tous des mêmes structures, mais en tout cas, on se rend compte qu'on a des choses en commun. Et que certains vont avoir testé des solutions qui ont peut-être fonctionné et ça donne des idées et je trouve que ça fait du bien de pas se sentir tout seul et moi en tout cas j'ai passé un bon moment. Bah, super. Bah, merci à toi aussi. Chroniques médicaux, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ben moi je suis arrivé à la fin. Je pouvais pas venir avant, j'étais au travail. Mais bah, de toute façon, c'est toujours cool d'écouter les autres aussi. Donc j'essaierai d'être à l'heure la prochaine fois. Ça marche, pas de souci. Mais sinon, Bah, merci ouais, pour ce temps d'écoute. Puis merci à toi, Violence Institutionnelle, hein, continue tes vidéos, je te l'ai déjà dit, mais c'est merci. vraiment. Il y a le côté scientifique aussi qu'on devrait plus se saisir en tant que travailleur social. Mais on n'a pas encore cette culture-là, je trouve. Voilà, l'appui scientifique, des analyses et tout ça. Donc c'est intéressant que tu le fasses. Tout à Merci. fait d'accord. Tu continues. Hein. Merci, ça marche. Ben, je vous souhaite bonne semaine. Force à tout le monde. Force à tout le Merci. monde sur le terrain. Kevin, tu nous raconteras comment ça s'est passé aussi. Et voilà. Merci à Bonne toi. semaine tout le Merci à monde. tout le monde. Au revoir. Merci à tout le monde. Au Salut. revoir. Au revoir.